Québec met sur pied un programme de francisation en affaires. Le projet sera déployé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. On en parle ce soir avec Charles Milliard, le PDG de la FCCQ. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Alors, quel est l'objectif du programme qui a été présenté aujourd'hui? En fait, c'est de permettre à des petites entreprises de développer un réflexe de faire des affaires en français. On sait que les entreprises de 25 employés et moins ne sont pas assujetties à l'obligation d'avoir un certificat de francisation. Alors, on veut inciter ces entreprises-là qui, en ce moment, ne parlent pas en français au travail pour une raison ou pour une autre, sans jugement. Oui. On veut les inciter à développer des réflexes et à s'adjoindre les avantages de faire partie de la communauté d'affaires dans leur région respective. Mais là, vous touchez des employés, des entrepreneurs qui parlent déjà un peu français, mais qui ne parlent pas français ou qui ne communiquent pas beaucoup en français au travail? Pas nécessairement. En fait, c'est ouvert à tous. Il y a des gens qui peuvent soumettre leur candidature ou nous, via les chambres de commerce locales, on va aller à la rencontre de ces entreprises-là. Les chambres de commerce connaissent bien le tissu économique, oui, évidemment, régional. Et on va leur offrir deux choses. Donc, un service pour les propriétaires d'entreprises et un service pour les employés. Alors, pour les propriétaires, ça pourrait prendre la forme d'un accompagnement pour bâtir un plan d'affaires en français, par exemple. Et les chambres de commerce vont offrir la possibilité aux entreprises choisies d'aller présenter ce plan d'affaires-là à la communauté d'affaires régionale en français. Le but, c'est un peu de dégêner, finalement, les gens. Parce qu'on sait très bien que parler une deuxième langue, surtout le français, je dirais, qui est difficile à apprendre, ça peut être intimidant un petit peu. Alors, cette initiative-là, on en parle aujourd'hui de façon publique, mais ce sera très discret. Ce sera vraiment du 1 à 1 avec les gens dans les entreprises sur le terrain. Mais est-ce qu'on parle d'une population anglophone, d'une population allophone ou même d'une population francophone qui n'exprime pas assez son modèle d'affaires en français? Les trois, en fait. On a choisi 3 régions où on a observé, selon le gouvernement, la baisse la plus importante dans l'utilisation du français comme langue de travail, outre évidemment l'île de Montréal, qui a son propre programme qui est chapeauté par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On sait que les entreprises de 25 à 49 employés ont jusqu'en juin 2025 pour s'inscrire à l'Office de la langue française. Pour les petites entreprises de moins de 25 employés, jusqu'à quel point ça vaut la peine pour ces entreprises-là de se dire on se francise puis on fonctionne davantage en français? Ça peut dépendre des secteurs d'activité. Il y a des gens dans le manufacturier qui gagneraient justement à conquérir le marché du Québec, principalement en français. Mais le marché de la francophonie aussi, vous le savez aussi bien que moi, est un marché très intéressant. C'est près de 300 millions de personnes partout dans le monde. Alors, c'est intéressant de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Alors, c'est pour ça que la démarche, elle est vraiment incitative. Elle n'est pas coercitive. Et l'incitatif fonctionne? Dans la vie de tous les jours, ça marche, inciter? Bien, c'est le but de faire un projet pilote, donc de voir qu'est-ce qu'on peut générer comme résultat. Mais moi, je suis quand même assez optimiste. Je pense qu'avec une approche plus discrète, pas intimidante, basée sur le positif, on peut amener un certain nombre d'entreprises à changer leur pratique et la langue. Il y a des entreprises qui ont peur, par exemple, avec la loi 96, de la traduction obligatoire des documents. Est-ce que ça avance de ce côté-là? Bien, en fait, on a encore des discussions. Il y a des règlements qui sont attendus pour préciser. Je pense que le gouvernement reconnaît qu'il y a un enjeu quand même au niveau de certains contrats qui doivent nécessairement être traduits. Donc, il y a encore des discussions. J'ai bon espoir qu'on en vienne à une entente là-dessus. Vous avez rencontré la ministre Fréchette à plusieurs reprises, je présume, pour parler de ces enjeux-là, notamment de la planification pluriannuelle de l'immigration. Quelles sont vos principales recommandations de ce côté-là? Si je peux résumer rapidement, on est en faveur largement de l'immigration, mais je vous dirais en français, en région, en nombre suffisant et à l'intérieur de 6 mois d'attente. En ce moment, on a des délais d'attente, quand on les compare à l'Ontario, qui sont inacceptables. Et les gens qui choisissent le Québec ou le Canada ne devraient pas faire les frais d'une garde partagée constitutionnelle entre Québec et Ottawa. Alors, on a besoin de ça. Mais quand je mentionne en nombre suffisant, je le fais parce qu'on ne veut pas parler, nous, à la Fédération, des seuils. Parce que pour nous, les seuils, c'est une question 50, un peu... 70 000... On va arriver à un chiffre un jour, mais on va arriver au meilleur chiffre, on pense, en additionnant les 17 chiffres des capacités d'intégration de chacune des régions administratives du Québec. Je pense que ce débat-là va être beaucoup plus sain si on fait ça que de balancer un chiffre entre 30 000 et 120 000. Et d'introduire les immigrants temporaires dans la discussion, qui sont beaucoup plus nombreux que les immigrants permanents dont on parle, les permis permanents. Et puis, en fait, dans le nombre de 60 000, par exemple, comme seuil d'immigration, il y a plusieurs exclusions. Alors, les gens qui suivent plus ou moins le dossier pensent que c'est 60 000, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que, justement, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas inclus dans le calcul. Alors, des fois, on en perd notre latin là, à parler des seuils d'immigration. Par exemple, est-ce qu'on oublie, est-ce que ça ne fait pas partie de l'équation de parler de francisation pour les immigrants temporaires étrangers qui travaillent dans un paquet de PME au Québec? Bien, il faut en parler, puis je pense qu'il y a un appétit
pour que dans les régions, justement, on accueille ces gens-là puis on leur vende aussi les régions du Québec. Nous, ce qu'on demande aussi dans la planification, c'est des investissements supplémentaires pour mieux faire connaître les régions du Québec tout de suite à l'international. Alors, quand on fait des kiosques d'information sur le Québec à l'international, bravo pour la photo du Stade olympique et du Château Frontenac, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le lac Témiscamingue, il y a le parc du Bic, il y a d'autres choses qui vont permettre aux gens d'aller directement dans nos régions. Est-ce que 100 des migrants francophones, est-ce que c'est possible? Bien, je crois que non. Puis tout est dans la modération. On ne peut pas se priver au Québec de talents exceptionnels ou de gens dont on a absolument besoin que pour la question de la langue. On peut avoir un certain nombre, je pense, d'exceptions qui nous permettent d'accueillir ces gens-là et on peut ensuite créer un climat favorable pour apprendre une langue. Parce que vous savez, quand on apprend une langue, on n'oublie pas les autres qu'on avait avant. Ça s'additionne. Alors, je pense qu'on peut être optimiste là-dessus. Charles Milliard, merci. Merci beaucoup.